Salut tout le monde, et bien écoutez, petite vidéo, j'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez bien. Vidéo suite à ces discussions super intéressantes qu'on a tous eues ce week-end, où j'ai décidé justement de vous expliquer un petit peu ce qui était ma stratégie au niveau de l'immobilier. Après, si c'est une stratégie qui vous plaît, vous pouvez la transposer. Sinon, pour toutes les questions de fiscalité, je pense vraiment que là, Charles s'y connaît beaucoup mieux. Et je suis désolé, Charlie, je t'envoie tout le monde, hein. Mais s'il y a des questions à lui poser au niveau de tout ce qui va être les montages en société, holding et tout, moi, j'en fais pas, donc je vais pas vous donner des mauvaises infos, hein. Je connais un petit peu par la force des choses, mais c'est pas quelque chose auquel je me suis intéressé. Euh, Moi, je fais surtout du statut LMNP. Donc le statut LMNP, c'est quoi? C'est loueur meublé non professionnel. Première raison de la location meublée, c'est l'argent. On loue plus cher un meublé qu'une location nue. Et ensuite, si vous avez des petites surfaces, des étudiants, des conneries comme ça, chaque année il y a un renouvellement et de toute façon, si vous faites un meublé de qualité, vous n'aurez pas de problème pour le louer. Ça, c'est la première raison, on va dire, de base. Ensuite, l'autre raison, c'est au niveau de tout ce qui est fiscalité. Donc, pour bien dégrossir un petit peu, il y a différents types de revenus. Vous avez ce qu'on appelle les revenus fonciers ou alors les revenus BIC. Alors, les revenus fonciers, ça va être tout ce qui est location à nu, SCI, ALIR. Vous achetez un bien, vous le mettez en location tel quel. C'est un revenu foncier. Donc, à la fin de l'année, vous aurez un revenu foncier qui sera imposable en fonction de votre taux marginal d'imposition. À la différence, en LMNP, on met ce qu'on appelle un revenu BIC, c'est-à-dire des bénéfices industriels et commerciaux, où vous serez considéré plus ou moins comme une société, avec les avantages d'une société qui est de pouvoir déduire plein de choses, mais l'argent arrive directement sur votre compte, vous n'avez pas de RSI ou quoi que ce soit, et surtout, au niveau de la plus-value, on verra après, il y a un intérêt. Et chaque revenu est divisé en deux parties. Vous avez peut-être déjà entendu micro-foncier, micro-BIC, foncier au réel ou BIC au réel. La différence est toute simple. En micro, c'est un abattement avec un pourcentage. Et au réel, c'est ce que ça veut dire, vous allez déduire réellement les frais que vous avez eus dans l'année. Pour le régime foncier, l'abattement micro est de 30%. Vous avez gagné 10 000 euros, on enlève 30%, l'État considère que vous avez gagné 7 000 et vous serez imposé sur ces 7 000. Au régime BIC, déjà, il est de 50%. Vous voyez déjà, rien que ça, si vous ne faites rien, parce que là, il n'y a aucune comptabilité à faire, c'est juste que vous envoyez à la fin de l'année vos revenus et c'est divisé. Donc vous voyez, rien qu'en meublé, déjà vous avez eu un abattement qui est supérieur et en plus vous louez plus cher. Donc si vous ne voulez pas du tout vous occuper de votre bien et que vous ne voulez pas optimiser, rien que le fait de le faire en micro-BIC par rapport à un micro-foncier, vous avez 20% d'abattement en plus, ce qui est pas négligeable. Au niveau du réel, alors, pour ce qui est de ces deux régimes, il faut savoir que vous ne pouvez pas être au micro ad vitam aeternam. Si vous gagnez 20 000 euros par an au régime foncier, vous serez automatiquement placé au réel. C'est à partir de 15 000 euros, ici, vous êtes automatiquement placé au réel. Mais vous pouvez demander à être au réel sans dépasser ces 15 000 euros. Si vous avez beaucoup de charges, à vous de faire le calcul, est-ce qu'il vaut mieux prendre un abattement de 30% ou déduire les charges? Par contre, faites attention, si vous demandez à être au réel pendant, pour le foncier, vous serez au réel pendant 3 ans. C'est irrévocable, c'est comme ça, c'est le minimum. Pour ce qui est du régime BIC, là, c'est plus 15 000 euros, c'est 32 900 euros. Et l'option au réel est sur 2 ans. Pour ce qui est des charges que vous allez pouvoir déduire au niveau du foncier et au niveau du BIC réel. Alors, les charges déductibles sur les revenus fonciers, c'est les commissions versées à des tiers,
si vous... les frais d'intérêt d'emprunt. Donc si vous regardez un emprunt, vous avez une partie du capital et une partie des intérêts qui est payé chaque mois, et petit à petit ça s'écarte, plus ça va, plus vous remboursez de capital, et moins vous remboursez d'intérêts, donc plus ça va, moins vous pouvez déduire de vos revenus fonciers une part de votre crédit. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce que beaucoup de gens, c'est ça qui font une erreur et qui les plombe, c'est qu'on va avoir tendance à penser, bon ben je gagne 10 000 euros par mois, enfin par an, pardon, et j'ai 5 000 euros de crédit, j'ai gagné que 5 000. Pas du tout. L'État ne considère pas que vous avez gagné uniquement 5 000, parce qu'il considère que la partie de capital que vous avez remboursée, c'est quelque chose qui va vous appartenir après, c'est un bien qui a une valeur. Donc cette partie-là, vous ne pouvez pas la déduire. Et donc par exemple, si vous avez payé 5 000 euros de crédit, mais seulement 2 500 euros d'intérêt, eh ben, l'État considérera que vous avez gagné 7 500 euros, alors qu'en réalité, vous n'en avez gagné que 5 000. Donc déjà, ces 2 500 euros-là, vous n'avez pas gagné l'argent, mais il va quand même falloir payer des impôts dessus. Et ça, c'est pareil, quel que soit le régime, que ce soit régime BIC ou régime foncier. Vous ne vous faites pas avoir au niveau du crédit, la seule chose que vous pouvez déduire, c'est les intérêts d'emprunt. Ensuite, vous avez les taxes, taxes foncières, les charges de copropriété, tout ça, bon, bah, c'est déductible. L'État considère qu'en effet, il faut vous le payer, vous le payez. Les primes d'assurance et certaines procédures que vous pourriez avoir à faire. Et le plus important, au niveau des travaux, vous avez uniquement les travaux, enfin, ce qui ne concerne pas les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, eh bien, vous voulez diviser un appartement en deux, parce qu'il fait 100 mètres carrés, et vous voulez le diviser en deux apparts de 50 mètres carrés, eh bien, vous ne pourrez pas déduire le prix des travaux de vos revenus. Pour ce qui est du BIC au réel, alors là, c'est simple. Au niveau des déductions, on va mettre ici, voilà, je l'écris, c'est beau, vous pouvez tout déduire. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez déduire les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de comptabilité, et surtout, vous allez créer un amortissement. L'amortissement, c'est quoi? Tout simplement, vous faites refaire la toiture de votre maison. Il y en a pour 100 000 euros. Je prends des chiffres et des pourcentages au hasard, hein, je vous donnerai les réels si vous voulez. Mais vous allez avoir 100 000 euros de travaux. Eh bien, l'État va considérer que ces travaux s'amortissent à 10% sur 10 ans. Encore une fois, c'est des valeurs théoriques. Hein. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans, eh bien, vous allez enlever 10 000 euros de vos revenus fonciers. Donc, si vous avez gagné 10 000 euros de loyer et que vous avez 10 000 euros de travaux en amortissement, l'État considère que vous avez gagné que 0. Et en plus de ça, comme vous allez continuer à déduire les intérêts, la taxe foncière, les charges de copro, votre comptable, tout, vous pouvez même déduire les frais de péage si vous devez aller faire une visite à votre appartement ou quoi, vous pouvez déduire l'essence et le péage. Vous allez vraiment tout déduire et vous allez créer ce qu'on appelle un déficit foncier. C'est-à-dire que l'État considère que vous avez perdu de l'argent et ce déficit foncier, eh bien, il sera reporté l'année d'après pendant 10 ans. Du coup, 9 ans, je ne sais plus. Du coup, c'est ce qui personnellement m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que je recherche toujours des biens avec travaux. Comme ça, les travaux sont pris en charge par le prêt. Ce prêt, vous pourrez en déduire les intérêts. Et les travaux, vous allez les amortir au fur et à mesure. C'est pour ça que pendant, en général, de 7 à 9 ans, eh ben, je ne paye pas d'impôts. Pourtant, je gagne de l'argent chaque mois avec un cash flow positif, mais l'État considère, à travers le statut de LMNP et la déduction des amortissements, que chaque mois, je perds de l'argent.
Et du coup, à la fin de l'année, quand il faut payer des impôts, comme je suis considéré comme déficitaire, je n'en paye pas. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est pas possible de faire ça au foncier? Alors, vous pouvez. Par contre, il faut passer à ce qu'on appelle l'IS, c'est-à-dire que vous devrez traiter créer une structure commerciale qui va déduire, qui va vous permettre d'avoir accès en fait à toutes les déductions des bénéfices industriels et commerciaux. Seul problème, eh bien l'IS c'est irrévocable. Si vous créez une société et que vous passez à l'IS, vous ne pourrez pas, même si à un moment ça devient moins intéressant, revenir au micro ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment un calcul à prendre en compte. Si vous passez à l'IS, vous ne pourrez plus jamais changer de statut pour ce bien-là. Ça implique quoi? Excusez-moi. Ça implique quoi l'IS? Si vous êtes à l'IS, vous avez la plus-value des professionnels. Alors la plus-value des professionnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les amortissements, qu'on a vu là, amortissement, les amortissements que vous enlevez ici, eh bien vous allez enlever de la valeur au bien théoriquement. C'est-à-dire que vous pouvez, que ce soit au BIC réel ou à l'IS, inscrire votre bien à l'actif. C'est-à-dire qu'on va considérer que eh bien, petit à petit, le bien vaut de moins en moins de valeur, ce qui est un non-sens, puisqu'on sait bien qu'en immobilier, normalement, c'est l'inverse, mais bon, d'un point de vue fiscal, on va considérer que vous avez acheté un bien à 100 000 euros, chaque année, vous déduisez, on va dire 10 000 euros, hein, admettons, de l'amortissement. Encore une fois, c'est très théorique comme chiffre, c'est vraiment pour bien comprendre, je caricature exprès. Vous allez enlever tous les ans 10 000 euros de vos revenus, mais aussi 10 000 euros à la valeur du bien. Ce qui implique que, à moins de passer par des systèmes un peu plus complexes de démembrement, et là encore je vous invite à demander à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus que moi à ce sujet, Charlie, mais si vous revendez, eh ben, si vous revendez au bout de 5 ans, l'État va considérer que votre bien ne vaut plus 100 000 euros, mais 50 000 euros de base. Ce qui fait que si vous l'avez vendu 200 000 euros, eh bien vous ne payerez pas une plus-value sur la différence entre 200 000 et 100 000, mais vous allez payer une plus-value sur la différence entre 200 000 et 50 000. Donc au lieu de payer 30% de plus-value sur 100 000 euros, ce qui vous aurait coûté 33 000, vous allez payer 30% de plus-value sur 150 000 euros, ce qui là vous coûtera 50 000 euros. Donc, bien prendre en compte que la plus-value des professionnels, à moins de rentrer dans des montages un petit peu spéciaux, c'est vraiment pas du tout intéressant. Pour ce qui est du régime BIC en LMNP, eh ben là, c'est magique. Autant pour tout ce qui est amortissement et charges, vous êtes considéré comme un professionnel, vous pouvez déduire plein de choses. Par contre, pour ce qui est de la revente, vous êtes considéré comme un particulier. Et donc, eh bien, si vous revendez votre bien 200 000 euros, même si vous avez amorti tous les ans une partie de la valeur du bien, ce qui vous a permis de ne pas payer d'impôts, à la revente, on considérera que votre bien vaut toujours 100 000, et donc vous ne serez imposé que sur la différence entre 200 000 et 100 000. Donc si on veut faire un petit point de pourquoi est-ce que ma stratégie c'est de faire du meublé au lieu du nu, ce régime-là, c'est, on va dire, si vous avez un bien qui rapporte pas beaucoup d'argent et que vous-même, vous n'avez pas un gros salaire et que vous n'investissez très peu de travaux dans ce bien, en effet, il peut être intéressant de faire du micro-foncier, un abattement de 30%, vous allez vous y retrouver. Par contre,
comme vous ne pouvez pas amortir, si vous avez des charges, c'est une réduction en one shot et ça ne se reporte pas sur les années d'après. Ici, l'avantage, c'est vraiment, vous êtes faiblement taxé de suite, puisque vous allez amortir énormément de choses chaque année. Et surtout, à la revente, vous serez beaucoup moins taxé que si vous êtes passé à l'IS en régime foncier horaire. J'espère que j'ai été clair et que vous comprenez un petit peu pourquoi je fais cette stratégie, hein, vraiment les avantages et les inconvénients. Alors, il y a très certainement des montages qui permettent d'arriver à la même chose. Celui-là, l'avantage, c'est vraiment la simplicité. Une feuille de papier A4 à remplir à l'achat du bien, une comptabilité à envoyer chaque année très simple, et c'est tout. Rien de plus. Pas de montage beaucoup plus spécifique, pas de nœud à la tête, c'est vraiment quelque chose de très simple, c'est pour ça que j'ai choisi ça. J'aime pas m'emmerder et je suis pas du tout paperasse, je supporte pas ça. Donc vraiment, le LMNP, c'est la stratégie que j'ai adoptée pour tout ce qui est appartement, maison. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est locaux commerciaux, là par contre, de toute façon vous pouvez pas faire du meublé. Donc du coup, je préfère passer sur, j'ai une SCI à l'IS, et c'est un peu particulier, puisque de toute façon les locaux commerciaux, normalement l'entreprise elle est là pour durer pendant, jusqu'à ce que ça tienne, donc vous allez louer le bien une fois. Si vous choisissez par exemple de louer à une compagnie d'assurance, une banque, ou quelque chose qui sont des locataires on va dire fiables, une agence de banque ferme pas tous les 6 mois quoi. Avec une société à l'IS, au moins vous ne prenez pas la tête, vous allez déduire plein de choses et surtout, c'est pas dit que vous revendiez le bien. Alors que au régime BIC, ça permet d'avoir un patrimoine explosif. C'est que au jour où vous avez enlevé tout ce que vous aviez à enlever, vous êtes arrivé au bout de votre tableau d'amortissement, vous revendez le bien. Vous êtes à la plus-value des particuliers, ça vous fait un gros apport qui vous permet du coup d'investir dans quelque chose de plus gros, un immeuble par exemple, ou quoi que ce soit. À savoir que les revenus fonciers, c'est un panier. C'est-à-dire que même si vous avez enlevé tous les amortissements de votre bien, si vous rachetez un appart avec énormément de travaux et que vous faites 150 000 € de travaux, vous aurez 150 000 € d'amortissement à enlever sur la totalité de vos revenus fonciers. C'est pas spécifique à un appartement. Des travaux faits sur l'appartement A peuvent venir en déficit foncier sur l'appartement, sur le reste des appartements B et C. Donc, voilà. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, il n'y a pas de souci. J'espère que vous y voyez bien et que c'est pas trop brouillon. C'est la première fois que je fais une petite vidéo comme ça, donc je suis pas très forcément au point. Mais voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et j'espère que ma stratégie en tout cas est claire et que vous avez compris plus ou moins pourquoi je faisais ça.